Les premières lueurs de l'été provençal se glissaient entre les volets de bois de Sainte-Colombe, caressant les murs de pierre couverts de mousse séculaire. Dans cette petite bourgade nichée sur les pentes parfumées de lavande, le temps semblait obéir à des règles ancestrales que seuls les habitants connaissaient. Les cloches de la chapelle tintaient sans raison apparente, portant dans l'air tiède des secrets que personne n'osait nommer. Baptiste Moreau ajustait ses gants de cuir usé, préparant sa sortie matinale vers les champs qui bordaient la route principale. Veuf depuis 5 hivers rigoureux, cet homme de 42 ans portait dans son regard la mélancolie de ceux qui ont appris à vivre avec l'absence. Ses mains calleuses témoignaient d'années de labeur silencieux, et son cœur fermé protégeait farouchement ses 2 enfants. Camille, une fillette de 8 ans aux yeux curieux comme des étoiles, et Lucien, son petit frère de 6 ans qui préférait dessiner le monde plutôt que de le décrire avec des mots. Ce matin-là, quelque chose d'inhabituel troublait l'harmonie habituelle. Les oiseaux semblaient plus silencieux, l'air plus lourd, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Baptiste marchait d'un pas régulier sur le chemin de terre battu quand ses yeux captèrent une forme étrange au bord de la route, là où les cyprès formaient une ombre protectrice. Son cœur se figea. Une tête humaine émergeait du sol, comme si la terre avait donné naissance à un être mystérieux. La peau hâlée par le soleil impitoyable, les cheveux emmêlés par une nuit d'exposition. Et ses yeux blancs qui fixaient le ciel avec une sérénité troublante. La femme ne criait pas, ne gémissait pas. Elle attendait simplement, immobile, comme si elle avait toujours su que quelqu'un viendrait. « Mon Dieu !» murmura Baptiste. Ses genoux tremblants malgré lui, il se précipita vers elle, creusant frénétiquement la terre meuble avec ses mains nues. La femme ne bougeait toujours pas, respirant calmement, ses lèvres gercées, esquissant presque un sourire mystérieux. Quand il la libéra enfin de sa prison terrestre, elle se redressa lentement, époussetant sa robe froissée avec des gestes d'une élégance inattendue. « Merci », dit-elle simplement, sa voix douce portant un accent qu'il ne parvenait pas à identifier. Baptiste l'observa, cherchant des explications dans ce visage serein. Elle était belle, d'une beauté sauvage et mystérieuse qui semblait défier les conventions. Ses yeux aveugles ne voyaient rien, mais ils paraissaient percevoir bien plus que ce que la vue ordinaire permettait. « Qui êtes-vous? Qui vous a fait cela ?» Elle inclina légèrement la tête, comme si elle écoutait une mélodie lointaine que lui seul ne pouvait entendre. « Je suis Élodie », répondit-elle avec une simplicité déconcertante. « Et vous, vous êtes Baptiste. Vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez beaucoup. » Un frisson parcourut l'échine de l'homme. Comment pouvait-elle connaître son nom? Comment pouvait-elle deviner la douleur qu'il portait comme un fardeau secret? Il recula d'un pas, partagé entre la fascination et l'inquiétude. « Comment savez-vous? Les voix me parlent, » dit-elle en souriant avec douceur. « Elles me racontent les histoires que les vivants préfèrent taire. » Baptiste sentit ses mains trembler. Cette femme dégageait quelque chose d'inexplicable, une aura qui oscillait entre la bénédiction et le mystère. Autour d'eux, les cigales avaient repris leur chant, comme si l'ordre naturel se rétablissait lentement. « Vous ne pouvez pas rester ici, » dit-il finalement. Plus par réflexe de protection que par véritable hostilité. Les gens de Sainte-Colombe n'aiment pas les étrangers. Ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Élodie tourna son visage vers lui. Et malgré sa cécité, Baptiste eut l'impression qu'elle le regardait droit dans l'âme. La peur naît de l'ignorance, Baptiste. Mais vous n'avez pas peur de moi. Votre cœur reconnaît quelque chose qu'il avait oublié. Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Baptiste comme un écho lointain d'une vérité enfouie. Malgré toute sa prudence, malgré les mises en garde que lui soufflait sa raison, il sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine. Peut-être était-ce la compassion, peut-être autre chose de plus profond qu'il n'osait nommer. « Venez », dit-il finalement, surpris par sa propre décision. « Je vais vous conduire chez moi, le temps que nous trouvions une solution. » Élodie sourit, ce sourire mystérieux qui semblait contenir tous les secrets du monde. « Merci, Baptiste. Vos enfants seront heureux de me rencontrer. Camille, surtout.
Elle a tant de questions que personne ne peut répondre. Cette fois, Baptiste s'arrêta net. Comment pouvait-elle connaître l'existence de ses enfants? Et surtout, comment pouvait-elle deviner la nature curieuse de sa fille? Mais avant qu'il puisse formuler ses interrogations, Élodie avait déjà commencé à marcher, guidée par une connaissance intuitive du chemin, comme si elle avait toujours vécu dans cette bourgade où elle venait de naître de la terre. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de donner un j'aime. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. La maison de Baptiste se dressait à l'écart du village. Un chalet de pierre claire aux volets bleus délavés qui avait abrité 3 générations de la famille Moreau. Le jardin, autrefois soigneusement entretenu par sa défunte épouse Claire, montrait désormais les signes d'un veuvage laborieux. Quelques légumes survivaient vaillamment entre les herbes folles et les rosiers grimpants semblaient chercher une main féminine pour les guider. Quand Baptiste poussa la porte d'entrée, suivi par Élodie qui marchait avec une assurance déconcertante, Camille leva les yeux de son livre. La fillette aux boucles châtaines portait une robe à fleurs que sa mère avait cousue 2 étés auparavant, et ses yeux vifs scrutèrent immédiatement cette étrangère qui accompagnait son père. « Papa » demanda-t-elle, refermant son livre sur ses genoux. Lucien, assis par terre près de la cheminée éteinte, continuait de dessiner avec ses crayons de couleur. Mais Baptiste remarqua que ses oreilles étaient dressées comme celles d'un petit animal attentif. « Les enfants » commença Baptiste d'une voix qu'il voulait rassurante. « Voici Élodie. Elle a besoin d'aide. Elle va rester avec nous quelques jours. » Élodie inclina gracieusement la tête dans la direction des voix d'enfants, son sourire élargissant d'une tendresse naturelle. « Bonjour Camille, » dit-elle de sa voix douce. « Tu lis beaucoup, n'est-ce pas? Je sens l'odeur du papier et de l'encre sur tes doigts. Et toi, Lucien, tu dessines quelque chose de merveilleux. Je l'entends dans le frottement de tes crayons sur le papier. » Les 2 enfants échangèrent un regard stupéfait. Comment cette dame pouvait-elle savoir leur nom? Comment pouvait-elle deviner leurs activités alors qu'elle ne voyait rien? Camille, plus courageuse que son petit frère, se leva et s'approcha lentement. « Vous êtes vraiment aveugle ?» demanda-t-elle avec la franchise brutale de l'enfance. « Camille !» la réprimanda Baptiste, mais Élodie rit doucement. « Oui, ma chérie, mes yeux ne voient plus depuis longtemps, mais j'ai d'autres façons de voir le monde. Par exemple, je sais que tu as les mêmes yeux que ton papa, mais que ton cœur ressemble à celui de ta maman. » Le silence tomba sur la pièce comme une chape de plomb. Baptiste sentit sa gorge se serrer. Comment cette femme pouvait-elle parler de Claire avec tant de certitude? Il n'avait jamais parlé de sa défunte épouse à personne dans le village, gardant jalousement ses souvenirs comme un trésor secret. « Vous avez connu maman ?» chuchota Camille, ses yeux brillants d'un espoir douloureux. Élodie s'agenouilla devant la fillette, ses mains trouvant instinctivement les joues rondes de l'enfant. « Non, ma petite étoile. Mais les âmes qui ont aimé fort laissent des traces que certaines personnes peuvent sentir. Ta maman t'aime encore, tu sais. Elle veille sur toi et sur ton frère. » Lucien avait abandonné ses dessins et S était rapproché, fasciné malgré sa timidité habituelle. Élodie tendit une main vers lui et miraculeusement, le petit garçon la prit sans hésitation. « Et toi, mon petit artiste, tu dessines des choses que tu ne peux pas dire avec des mots, n'est-ce pas? Montre-moi tes dessins. Mes doigts peuvent voir ce que mes yeux ne peuvent plus regarder. » Pendant que les enfants s'animaient autour de Élodie, Baptiste observait cette scène avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude grandissante. Cette femme possédait un don troublant pour comprendre les gens, pour toucher leurs blessures les plus secrètes avec une précision déconcertante. Il installa Élodie dans la chambre d'amis. Une pièce simple, aux murs blanchis à la chaux, qui n'avait pas servi depuis des années. Pendant qu'elle s'installait, Baptiste prépara un repas frugal, ses pensées tourbillonnant comme des feuilles dans le vent d'automne. Le soir venu, après que les enfants eurent été couchés,
Lucien ayant exceptionnellement accepté qu'Élodie lui raconte une histoire, Baptiste et son étrange invité se retrouvèrent seuls dans la cuisine, éclairés par la lueur dansante des bougies. Élodie, commença-t-il prudemment, « Je dois savoir, qui vous a fait cela? Qui vous a enterré au bord de la route ?» Elle tourna son visage vers lui, ses yeux blancs reflétant la lumière vacillante des flammes. « Quelqu'un qui pensait me punir pour ce que je suis, » répondit-elle simplement. « Mais la terre m'a protégée, comme elle protège toujours ceux qui savent, elle, écouter. Et qu'êtes-vous exactement ?» Un sourire mystérieux flotta sur les lèvres d'Élodie. « Je suis ce que certains appellent une voyante, d'autres une guérisseuse. Mais les mots ne suffisent jamais à définir ce qu'une personne porte vraiment dans son cœur. Je ressens les émotions, je perçois les blessures invisibles, j'entends les murmures que les âmes échangent dans le silence. » Baptiste frissonna. Dans une bourgade comme Sainte-Colombe, où la superstition et la méfiance envers l'inconnu régnaient en maître, une femme aux dons inexpliqués risquait de déclencher bien des tempêtes. Les gens du village, ils ne comprendront pas. Ils ont peur de ce qui sort de l'ordinaire. « Je sais », murmura Élodie. « Mais parfois, Baptiste, c'est justement ce qui fait peur qui apporte la guérison. Vos enfants ont besoin de quelque chose que vous ne pouvez pas leur donner seuls. Et vous portez un fardeau trop lourd pour vos épaules. » Ces paroles touchèrent Baptiste au plus profond de lui-même. Depuis la disparition de Claire, il luttait chaque jour pour être à la fois père et mère, pour combler le vide immense que sa bien-aimée avait laissé en partant. Mais comment cette étrangère pouvait-elle lire si facilement dans son âme? « Dormez, Baptiste, » dit doucement Élodie en se levant. « Demain sera un jour nouveau et avec lui viendront de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles possibilités. » Alors qu'elle regagnait sa chambre d'un pas sûr, malgré sa cécité, Baptiste resta seul avec ses interrogations et ses peurs grandissantes, ne sachant pas encore que cette nuit marquerait le début d'une transformation qui bouleverserait à jamais la tranquille existence de Sainte-Colombe. L'aube se levait à peine sur Sainte-Colombe quand les premiers murmures commencèrent à circuler entre les maisons de pierre. Solène Dubois, la boulangère au tempérament acide et à la langue bien pendue, avait été la première à apercevoir Baptiste, accompagné d'une inconnue, la veille au soir. Depuis sa fenêtre donnant sur la place principale, elle avait observé cette femme aux cheveux emmêlés qui marchait avec une assurance troublante malgré sa cécité apparente. Une étrangère, avait-elle murmuré à son mari endormi. Une femme bizarre qui se promène avec Baptiste comme si elle connaissait le village par cœur. Au lever du soleil, Solène n'avait pas perdu de temps. Devant sa boulangerie embaumant le pain frais, elle avait commencé son œuvre de propagation des rumeurs avec le talent consommé de quelqu'un qui faisait de la curiosité malsaine un art de vivre. « Vous avez vu cette femme ?» chuchotait-elle à chaque client qui franchissait sa porte. Baptiste la recueillit, paraît-il. Une inconnue aux yeux blancs comme la mort. Moi, je vous le dis, ça ne présage rien de bon. Madame Rousseau, la veuve aux cheveux argentés qui tenait l'épicerie, hochait la tête d'un air entendu. Ses yeux aveugles, j'ai entendu dire qu'elle voyait autre chose. Des choses que nous, les gens normaux, nous ne pouvons pas voir. Ma grand-mère disait toujours, méfie-toi de ceux qui regardent sans voir, car ils perçoivent ce qui est caché. Pendant ce temps, dans la maison de Baptiste, une atmosphère étrangement apaisante régnait. Élodie S. était levée avant tout le monde et avait préparé le petit déjeuner avec une facilité déconcertante, comme si elle connaissait par cœur l'agencement de cette cuisine qu'elle découvrait pourtant. L'odeur du café chaud et des tartines beurrées avait réveillé les enfants qui avaient dévalé l'escalier avec des cris de joie. « Comment faites-vous » avait demandé Camille, émerveillée de voir Élodie naviguer dans la cuisine sans jamais heurter un meuble. « J'y écoute » avait répondu Élodie en souriant. « Chaque maison a sa propre musique, ma chérie. Il suffit de savoir l'entendre. Cette cuisine me raconte l'histoire de votre famille. Les rires de votre maman quand elle préparait vos goûters,
les matins pressés où votre papa cherchait ses clés, les petits déjeuners du dimanche où vous preniez tout le temps de vous raconter vos rêves. Lucien, qui d'habitude ne parlait que par monosyllabes, s'était approché de Élodie et avait glissé sa petite main dans la sienne. « Tu restes avec nous ?» avait-il demandé de sa voix timide. Le cœur de Baptiste S. était serré devant cette scène. Ses enfants semblaient renaître en présence de cette femme mystérieuse, retrouvant une joie qu'ils ne parvenaient plus à leur donner depuis la disparition de Claire. Vers midi, Baptiste avait dû se rendre au village pour quelques achats indispensables. Il avait laissé Élodie avec les enfants, non sans une certaine appréhension. Mais en arrivant sur la place principale, il avait immédiatement senti le poids des regards qui se posaient sur lui. « Baptiste !» l'avait interpellé Henri Garnier, le forgeron aux bras épais comme des troncs d'arbres. « On raconte que tu héberges une étrangère, une femme particulière. »« Particulière comment ?» avait répondu Baptiste sur la défensive. « Eh bien, Henri avait baissé la voix, jetant des coups d'œil furtifs autour de lui. Solène dit qu'elle a des yeux de morte et qu'elle connaît des choses qu'elle ne devrait pas connaître. Tu sais bien qu'ici, on n'aime pas les gens qui ne sont pas comme nous. » Baptiste avait senti la colère monter en lui, ses commérages mesquins, ses peurs irrationnelles. Tout cela lui rappelait pourquoi il préférait vivre à l'écart du village. « Élodie est quelqu'un de bien », avait-il répondu fermement. « Elle a simplement besoin d'aide et mes enfants l'apprécient, justement. » était intervenue Solène qui s'approchait avec son panier à provisions. « C'est bien ça qui m'inquiète. Ces gens-là, ils ont des façons d'ensorceler les innocents, surtout les enfants. » Ensorceler ? Baptiste avait écarquillé les yeux. « Pour l'amour du ciel, Solène, nous ne sommes plus au Moyen-Âge. » Mais la boulangère avait secoué la tête d'un air buté. « Appelle ça comme tu veux, Baptiste. Moi, je sais ce que je sais. Ma grand-mère m'a toujours dit qu'il fallait se méfier des femmes qui arrivent comme ça, de nulle part, avec des dons qu'elles ne devraient pas avoir. » D'autres villageois, étaient joints à la conversation, formant un petit cercle autour de Baptiste. Marcel Fontaine, le maire ventru et aux joues rougeaudes, était approché d'un air grave. « Baptiste, mon ami, avait-il commencé d'un ton qui se voulait conciliant, personne ne remet en question ta générosité. Mais tu comprends bien que nous devons penser à la sécurité de la communauté. Cette femme, d'où vient-elle? Qui est-elle vraiment? Que faisait-elle enterrée au bord de notre route? » Ces questions, Baptiste se les posait lui-même depuis la veille. Mais entendues dans la bouche de ces villageois méfiants, elles prenaient une coloration hostile qui le révoltait. « Elle s'appelle Élodie, » avait-il répondu sèchement. « Et pour le moment, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. » Mais enfin, Baptiste, était exclamée Madame Rousseau. « Tu as des enfants à protéger. Comment peux-tu accueillir une inconnue sans te poser de questions? »« Mes enfants vont très bien, merci, » avait rétorqué Baptiste, sentant sa patience s'amenuiser. « Et ils sont sous ma responsabilité, pas sous la vôtre. » Un silence tendu était tombé sur le petit groupe. Baptiste avait senti tous ces regards peser sur lui, ces regards chargés de reproches et de suspicions. Il avait acheté ses provisions en hâte et était reparti vers sa maison, le cœur lourd. En chemin, il avait croisé le vieux père Thomas, le prêtre de la paroisse, un homme aux cheveux blancs et aux yeux bienveillants qui officiait à Sainte-Colombe depuis plus de 30 ans. « Baptiste, mon fils » l'avait arrêté le prêtre. « J'ai entendu parler de votre invité. » Baptiste était préparé à entendre les mêmes reproches, les mêmes mises en garde. Mais le père Thomas avait surpris en posant une main apaisante sur son épaule. « La charité chrétienne nous commande d'accueillir l'étranger, » avait-il dit doucement. « Vous avez fait le bon choix, mais soyez prudent, mon fils. Pas à cause de cette femme, mais à cause des autres. La peur rend les gens cruels. Et la cruauté peut prendre des formes terribles. » Ces paroles prophétiques avaient accompagné Baptiste jusqu'à sa porte, où l'attendait le rire cristallin de ses enfants jouant avec Élodie dans le jardin,
inconscients de la tempête qui se préparait autour d'eux. Les jours qui suivirent l'installation des Élodie chez Baptiste furent marqués par une série d'événements troublants qui alimentèrent davantage encore les rumeurs du village. Tout avait commencé par de petites choses. Des détails que seuls les plus observateurs remarquaient. Les fleurs du jardin de Baptiste semblaient plus éclatantes. Les légumes poussaient avec une vigueur inhabituelle. Et les abeilles, qui d'ordinaire évitaient cette partie du village, venaient butiner en essaims joyeux autour de la maison. Madame Céleste Morvan, la vieille herboriste qui vivait en bordure de la forêt, fut la première à s'en apercevoir. Cette femme aux cheveux blancs comme la neige et aux yeux perçants avait consacré sa vie à l'étude des plantes médicinales et possédait une connaissance ancestrale des signes que la nature envoyait aux humains. Quand elle vit les roses de Baptiste fleurir en plein été avec une intensité qu'elle n'avait jamais observée, elle sut que quelque chose d'extraordinaire se produisait. « Cette femme, murmura-t-elle à son chat roux qui l'accompagnait partout, elle a un don. Je le sens dans chaque brin d'herbe, dans chaque battement d'aile des papillons. » Pendant ce temps, dans la maison de Baptiste, Élodie continuait de créer des miracles quotidiens. Elle avait appris à Camille à reconnaître les plantes comestibles du jardin rien qu'en les touchant, développant chez la fillette une sensibilité nouvelle au monde végétal. Lucien, de son côté, s'épanouissait de manière spectaculaire. Le petit garçon qui parlait si peu se mettait maintenant à raconter des histoires merveilleuses, inspirées par les récits que Élodie lui murmurait le soir avant de dormir. « Papa », avait dit Camille un matin en déjeunant. Élodie nous a expliqué comment les plantes se parlent entre elles. Elle dit qu'elles se racontent des secrets que nous ne pouvons pas entendre. Baptiste avait souri, attendri par l'émerveillement de sa fille. Mais son sourire était figé quand Lucien avait ajouté innocemment. Et elle nous a dit aussi que maman lui avait parlé en rêve, que maman était contente qu'elle soit venue nous aider. Un frisson glacé avait parcouru Baptiste. Comment Élodie pouvait-elle prétendre avoir eu des contacts avec Claire? Cette affirmation dépassait les bornes de ce qu'il était prêt à accepter, même de la part de quelqu'un d'aussi extraordinaire qu'Élodie. Ce jour-là, après avoir accompagné les enfants à l'école, Baptiste avait eu une conversation sérieuse avec son étrange invité. « Élodie » avait-il commencé en choisissant soigneusement ses mots. « Les enfants m'ont dit que vous aviez parlé avec Claire, ma défunte épouse. » Élodie, qui était en train de repriser une robe de Camille avec une dextérité surprenante malgré sa cécité, avait levé son visage serein vers lui. « Les âmes qui partent avant l'heure laissent parfois des messages, avait-elle répondu simplement. Claire s'inquiète pour vous, Baptiste. Elle voudrait que vous cessiez de porter seul le poids de votre chagrin. Vous n'avez pas le droit, avait explosé Baptiste, sa voix tremblant de émotion contenue. Vous n'avez pas le droit de prétendre connaître les pensées de ma femme. Élodie avait posé son ouvrage et était tournée entièrement vers lui. Ses yeux blancs semblant le transpercer jusqu'à l'âme. Je comprends votre colère, Baptiste, mais la vérité ne devient pas mensonge parce qu'elle nous dérange. Claire veut que vous sachiez qu'elle approuve ma présence ici, que mes mains guérissent les blessures qu'elle ne peut plus soigner. Ces paroles avaient touché Baptiste au plus profond, réveillant une douleur qu'il croyait avoir apprivoisée. Il était sorti de la maison pour prendre l'air, laissant Élodie seule, avec ses mystères et ses certitudes troublantes. Au village, les événements étranges se multipliaient. Le petit Thomas Dubois, le fils de la boulangère, était tombé dans le puits communal en jouant avec ses camarades. Quand on l'avait remonté, inconscient et froid, le docteur Mercier avait secoué la tête d'un air sombre. Mais Solène, malgré sa méfiance envers Élodie, avait couru chercher la mystérieuse étrangère dans un élan désespéré. « S'il vous plaît » avait-elle supplié, ses larmes coulant sur ses joues ordinairement si dures. « Mon petit garçon, il ne respire presque plus. On dit que vous avez des dons. » Élodie était venue sans hésiter. Elle était agenouillée près de l'enfant inconscient, avait posé ses mains sur son front et sa poitrine
et avait murmuré des mots dans une langue que personne ne reconnaissait. Peu à peu, miraculeusement, la respiration de Thomas Hess s'était régularisée, ses joues avaient repris des couleurs et il avait ouvert les yeux. « Maman ?» avait-il murmuré en regardant Solène avec confusion. Le village entier avait été témoin de cette guérison inexplicable. Certains y voyaient un miracle, d'autres une manifestation de pouvoirs surnaturels inquiétants. Solène elle-même était partagée entre la reconnaissance et la peur. « Je ne sais pas ce qui s'est passé », avait-elle bégayé. « Mais mon fils va bien, c'est tout ce qui compte. » Cependant, Marcel Fontaine, le maire, voyait les choses d'un œil différent. Cette guérison extraordinaire, loin de l'apaiser, renforçait ses craintes concernant Élodie. « Vous voyez bien », avait-il déclaré lors d'une réunion improvisée sur la place du village, « cette femme possède des pouvoirs qui dépassent l'entendement. Qui nous dit qu'elle ne les utilisera pas contre nous? Ou qui nous dit qu'elle ne représente pas un danger? » Madame Céleste, qui assistait à cette assemblée, avait pris la parole d'une voix ferme, malgré son grand âge. « Marcel Fontaine, vous parlez comme un ignorant. Cette femme a sauvé un enfant. Elle fait fleurir les jardins et rend les enfants heureux. En quoi cela constitue-t-il un danger? » « Les sorcières aussi savent guérir, » avait rétorqué Henri Garnier, le forgeron, avant de jeter des sorts. « Ma grand-mère disait toujours, méfie-toi de ceux qui donnent d'abord avant de prendre. » La foulesse était divisée. D'un côté, ceux qui voyaient en Élodie une bienfaitrice, de l'autre, ceux qui la considéraient comme une menace. Et au centre de cette controverse grandissante, Baptiste se trouvait pris entre sa gratitude pour le bonheur que Élodie apportait à ses enfants et ses propres doutes concernant les véritables intentions de cette femme extraordinaire. Le soir venu, quand il rentra chez lui, il trouva Élodie assise dans le jardin, Camille et Lucien endormis contre ses épaules. Elle fredonnait une mélodie douce, et dans la lumière dorée du couchant, elle semblait presque irréelle, comme une vision sortie d'un rêve. « Les gens du village ont peur », dit-il en s'asseyant près d'elle. « Je sais », répondit-elle sans cesser de caresser les cheveux des enfants. La peur est naturelle face à l'inconnu, mais le temps apaise les craintes. « Baptiste, il faut juste être patient. » Et si ce temps ne venait jamais? Élodie tourna vers lui son visage serein, éclairé par un sourire mystérieux. « Alors nous affronterons ensemble ce qui doit être affronté, car certaines rencontres, Baptiste, sont écrites dans les étoiles, bien avant que nous naissions. » Une semaine après la guérison miraculeuse du petit Thomas, un événement inattendu vint bouleverser la fragile quiétude qui s'était installée dans la maison de Baptiste. Ce matin-là, alors qu'une brume légère enveloppait encore les collines de Sainte-Colombe, un homme apparut sur le chemin menant à la propriété. Il marchait lentement, courbé par le poids des années et d'une fatigue qui semblait venir de l'âme plutôt que du corps. Camille, qui jouait dans le jardin avec son frère, fut la première à l'apercevoir. L'homme avait des cheveux gris clairsemés, un visage marqué par les épreuves, et portait des vêtements usés qui témoignaient d'une longue errance. Mais ce qui frappa le plus la fillette, ce furent ses yeux. Ils avaient la même couleur étrange que ceux d'Élodie, cette teinte laiteuse qui caractérisait la cécité. « Papa !» appela Camille. « Il y a un monsieur qui arrive. » Baptiste sortit de la grange où il réparait un outil agricole. En voyant l'étranger, il fronça les sourcils. L'homme semblait chercher quelque chose, ou quelqu'un, tournant la tête comme s'il écoutait des voix que personne d'autre ne pouvait entendre. Élodie, qui étendait le linge dans la cour, se figea soudain. Ses mains se crispèrent sur le drap qu'elle tenait, et Baptiste remarqua qu'elle avait pâli d'une façon inquiétante. « Élodie » s'inquiéta-t-il. « Vous allez bien ?» Mais elle ne répondit pas. Lentement, comme attirée par une force invisible, elle se dirigea vers l'entrée de la propriété. L'homme inconnu S était arrêté devant le portail, et quand il entendit les pas des « Élodie », il releva la tête. « Élodie » dit-il d'une voix rauque, pleine de émotions contenues. « C'est vraiment toi ?»« Gérard » murmura Élodie, et dans ce simple mot,
Baptiste perçut un mélange complexe de joie, de douleur et d'appréhension. L'homme, Gérard, s'avança vers elle avec des gestes hésitants. Malgré sa cécité évidente, il semblait la voir parfaitement, guidé par des sens que Baptiste ne comprenait pas. « Ma petite sœur, dit-il en tendant une main tremblante vers le visage de Élodie, j'ai cru que je ne te reverrais jamais. » Élodie prit cette main dans les siennes et Baptiste vit des larmes couler silencieusement sur ses joues. « Gérard, que fais-tu ici? Comment m'as-tu trouvé ?»« Les voix, répondit-il simplement. Elles m'ont guidé. Elles m'ont dit que tu étais en sécurité, que tu avais trouvé une famille qui prenait soin de toi. » Baptiste observait cette scène avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Ainsi, Élodie avait un frère qui, comme elle, semblait posséder des capacités extraordinaires. Mais il y avait quelque chose de troublant dans l'attitude de Gérard, une tension qui suggérait que leur retrouvaille, n'était pas entièrement joyeuse. « Entre, dit finalement Élodie. Tu dois être épuisé. » Gérard accepta l'invitation avec gratitude. Baptiste l'installa dans le salon, lui offrit à boire et à manger, tandis que Élodie gardait un silence inhabituel. Les enfants, curieux mais intimidés par cet étranger aux yeux blancs comme ceux de leur ami, restaient à distance respectueuse. Ce fut seulement le soir, après que Camille et Lucien furent couchés, que Gérard commença à raconter son histoire. Assis près de la cheminée où crépitait un feu doux, il parlait d'une voix basse, comme s'il craignait que ses mots ne s'échappent et aillent réveiller de vieux démons. « Nous venons de loin, » commença-t-il, en regardant dans la direction des Élodie. « D'un village des Alpes où notre famille vivait depuis des générations. Nous étions différents. Notre mère avait le don, notre grand-mère aussi. Et nous avons hérité de cette bénédiction, ou de cette malédiction. » Selon le point de vue, Baptiste écoutait attentivement, essayant de comprendre d'où venaient ces êtres extraordinaires qui avaient fait irruption dans sa vie paisible. « Les gens de notre village nous acceptaient, » continua Gérard. « Notre famille aidait depuis toujours. Nous guérissions les malades, nous retrouvions les objets perdus, nous consolions ceux qui avaient perdu des êtres chers en leur transmettant leur dernier message. Mais un jour, sa voix se brisa. Élodie posa une main apaisante sur son bras. « Un jour, il y a eu un accident, » reprit-elle doucement. « Un enfant est tombé dans la rivière en crue. Gérard et moi, nous avons essayé de le sauver en utilisant nos dons. Nous avons fait quelque chose que nous n'aurions pas dû faire. Nous avons ramené l'enfant, » dit Gérard dans un souffle, « mais il était déjà parti depuis trop longtemps. Quand il a rouvert les yeux, il n'était plus le même. Les gens ont eu peur. Ils ont dit que nous l'avions transformé en créature surnaturelle. » Baptiste sentit un frisson d'horreur le parcourir. Ces révélations dépassaient tout ce qu'il avait imaginé sur le passé d'Élodie. « Et ensuite ?» demanda-t-il, bien qu'il redoutât la réponse. « La foule s'est retournée contre nous, » murmura Élodie. « Ils ont incendié notre maison, chassé notre famille. Gérard et moi, nous nous sommes enfuis séparément. Je pensais qu'il n'avait pas survécu. J'ai erré pendant des années, reprit Gérard. Malade, affaibli, les visions me torturaient jour et nuit. J'ai fini par perdre la vue, comme si mes yeux refusaient de voir un monde si cruel. Et puis, récemment, j'ai commencé à entendre ta voix dans mes rêves, Élodie. Elle me disait que tu étais en sécurité, que tu avais trouvé une nouvelle famille. » Baptiste digérait ces révélations avec difficulté. Ainsi, la femme qu'il avait recueillie portait un passé lourd de tragédies et de malentendus. Mais une question le taraudait. « Et celui qui vous a enterré au bord de la route, Élodie ?» demanda-t-il. « Était lié à votre passé ?» Un silence pesant s'installa. Gérard et Élodie échangèrent un regard que Baptiste ne put déchiffrer. « Était Claude Mercier, » dit finalement Gérard d'une voix amère. « Un homme de notre ancien village qui nous avait suivis. Il pensait que nous étions des créatures maléfiques qu'il fallait éliminer. Il a retrouvé Élodie et a tenté de la faire disparaître.
Mais pourquoi vous enterrer vivante » sorrifia Baptiste. « Parce qu'il croyait que la terre nous empêcherait d'utiliser nos dons, » expliqua Élodie. Il ne savait pas que c'est justement la terre qui nous donne notre force. Cette révélation changea tout pour Baptiste. Élodie, elle, n'était pas seulement une femme mystérieuse avec des dons inexpliqués. Elle était une survivante, une femme qui avait traversé des épreuves terribles et qui méritait protection et compassion. « Ce Claude Mercier, demanda-t-il avec inquiétude, est-ce qu'il pourrait vous retrouver ici ?» Gérard secoua la tête d'un air sombre. Il est parti vers le sud après avoir enterré Élodie. Mais les hommes comme lui ne renoncent jamais vraiment. Il faut être vigilant. Mais cette nuit-là, Baptiste resta éveillé longtemps, digérant tout ce qu'il avait appris. Élodie N était plus seulement l'étrangère mystérieuse qu'il avait recueillie par compassion. Elle était devenue une femme avec un passé douloureux, une famille retrouvée et des ennemis potentiels. Et lui, simple veuf tranquille, se trouvait désormais au cœur d'une histoire qui le dépassait complètement. Mais en regardant par la fenêtre la chambre où dormait Élodie, et en pensant au bonheur qu'elle avait apporté à ses enfants, Baptiste sut qu'il ne regrettait rien. Quels que soient les dangers à venir, il protégerait cette femme extraordinaire qui avait rendu la joie à sa famille. L'arrivée de Gérard dans le village ne passa pas inaperçue. Dès le lendemain matin, les langues se délièrent avec une vigueur renouvelée. Solène Dubois, malgré la gratitude qu'elle éprouvait envers Élodie pour avoir sauvé son fils, ne put s'empêcher de répandre la nouvelle avec son talent habituel pour l'exagération. « Maintenant, ils sont deux », chuchotait-elle à qui voulait l'entendre. « Deux aveugles aux pouvoirs étranges, et vous avez vu comme ils se sont reconnus, comme s'ils communiquaient par la pensée. » Marcel Fontaine convoqua une réunion extraordinaire du conseil municipal. Dans la petite salle attenante à la mairie, les notables du village se rassemblèrent autour d'une table en bois usé. Leurs visages graves, reflétant l'inquiétude grandissante qui gagnait Sainte-Colombe. « Mes amis, » commença le maire, en ajustant ses lunettes sur son nez Rubicon, « nous devons prendre une décision concernant cette situation. Baptiste héberge désormais non pas une, mais deux personnes aux capacités inhabituelles. Henri Garnier, le forgeron, frappa la table de son poing massif. « Inhabituelle, vous voulez dire dangereuse ? Ma femme m'a dit que le nouveau venu a les mêmes yeux blancs que l'autre. Et hier soir, elle a vu des lumières étranges autour de la maison de Baptiste. Des lumières qui dansaient toutes seules. Le docteur Mercier, un homme mince, aux cheveux poivre et sel, leva une main apaisante. « Mes chers amis, gardons notre sang-froid. Il est vrai que ces personnes possèdent des capacités inhabituelles, mais la femme a sauvé le fils de Solène. Comment pouvons-nous considérer cela comme dangereux ? » « Justement, » intervint Madame Rousseau, ses bijoux tintant nerveusement. « C'est exactement ce qui m'inquiète. Ils donnent d'abord pour mieux prendre ensuite. C'est la méthode classique de ceux qui pratiquent les arts obscurs. » Pendant ce temps, dans la maison de Baptiste, une atmosphère tendue régnait également. Gérard, affaibli par ses années d'errance, restait alité la plupart du temps, mais sa présence avait changé la dynamique familiale. Élodie semblait moins sereine, comme si les souvenirs douloureux réveillés par les retrouvailles avec son frère pesaient sur son esprit. « Tu ne me dis pas tout », murmura Gérard en tenant la main de sa sœur. « Je sens une tristesse en toi qui ne vient pas seulement du passé. » Élodie soupira. Elle était assise près du lit de son frère, dans la chambre d'amis qu'elle avait cédée aux malades. « Mais les gens d'ici commencent à avoir peur, » avoua-t-elle, « comme dans notre ancien village. Je vois le même regard dans leurs yeux, j'entends les mêmes murmures, et Baptiste commence à douter. Il t'aime, » dit simplement Gérard. Élodie sursauta, une rougeur colorant ses joues. « Qu'est-ce qui te fait dire cela ?» La façon dont son cœur bat quand il te regarde, la tendresse dans sa voix quand il prononce ton nom. « Et toi, tu l'aimes aussi, n'est-ce pas ?» Élodie ne répondit pas, mais son silence était éloquent. Comment aurait-elle pu nier l'attachement profond qui s'était développé entre elle et cet homme bon qu'il avait recueilli sans poser de questions?
Comment aurait-elle pu ignorer la façon dont son propre cœur s'emballait quand Baptiste entrait dans une pièce? Mais c'est impossible, murmura-t-elle finalement. Je ne peux pas lui imposer mes fardeaux. Il a déjà assez souffert avec la perte de sa femme. L'amour n'est pas un fardeau, Élodie. C'est parfois la seule chose qui nous permet de survivre aux tempêtes. Dans l'après-midi, Baptiste reçut une visite inattendue. Le père Thomas se présenta à sa porte, son visage bienveillant marqué par l'inquiétude. « Baptiste, mon fils, dit-il en entrant dans la cuisine, je viens vous mettre en garde. La situation au village devient délicate. » « Que voulez-vous dire, mon père ?» Marcel Fontaine et quelques autres parlent de demander aux autorités d'intervenir. Ils veulent faire examiner vos invités par des spécialistes. Et si ces spécialistes concluent qu'ils représentent un danger, Baptiste sentit son sang se glacer. Un danger? Élodie a sauvé un enfant. Comment peut-on parler de danger? La peur ne résonne pas, Baptiste, et ces gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Le prêtre posa une main paternelle sur l'épaule du jeune homme. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais je vous conseille la prudence. Peut-être serait-il sage de trouver un autre refuge pour Élodie et son frère, le temps que les esprits s'apaisent. Jamais, s'exclama Baptiste avec une véhémence qui le surprit lui-même. Cette femme fait partie de notre famille maintenant. Elle a rendu le sourire à mes enfants. Elle a apporté la paix dans ma maison. Je ne l'abandonnerai pas. Le père Thomas sourit tristement. Je comprends vos sentiments, mon fils, et je les respecte. Mais réfléchissez bien aux conséquences. Si les choses tournent mal, ce ne sont pas seulement Élodie et Gérard qui souffriront. Vos enfants aussi risquent d'être pris dans la tourmente. Ces paroles pesèrent lourdement sur Baptiste après le départ du prêtre. Le soir venu, alors qu'il aidait Élodie à préparer le dîner, il ne put s'empêcher d'aborder le sujet qui le préoccupait. « Élodie, commença-t-il prudemment, si les choses devenaient difficiles ici, accepteriez-vous de partir? Gérard et vous ?» Elle s'immobilisa, une assiette à la main, et il vit ses épaules se crisper. « Vous voulez que nous partions ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Non !» répondit-il aussitôt, avec plus de passion qu'il ne l'aurait voulu. « Non, je ne veux pas que vous partiez, mais je m'inquiète pour votre sécurité et pour celle de mes enfants. » Élodie posa l'assiette et se tourna vers lui. Malgré sa cécité, elle semblait le regarder droit dans les yeux. « Baptiste, dit-elle doucement, si nous partons maintenant, nous passerons notre vie à fuir. Et vous passerez la vôtre à regretter de ne pas avoir eu le courage de nous défendre. Ce n'est pas une question de courage. Si, Baptiste, c'est exactement cela. » Elle s'approcha de lui, tendit la main et caressa doucement sa joue. « Vous avez le choix entre la peur et l'amour, et je sais que votre cœur a déjà choisi. » Ce geste tendre, cette déclaration implicite, bouleversèrent Baptiste. Il prit la main d'Élodie dans les siennes, sentant la douceur de sa peau et la force qui émanait de tout son être. « Je vous protégerai, » murmura-t-il. « Quoi qu'il arrive, je vous protégerai. » Mais même en prononçant ces mots, Baptiste ne savait pas encore à quel point cette promesse serait mise à l'épreuve, car dans l'ombre, des forces hostiles se préparaient à frapper, et la tempête qui menaçait Sainte-Colombe était bien plus violente qu'il ne l'imaginait. Cette nuit-là, une série d'événements étranges troubla le sommeil du village. Des feux follets dansèrent autour de la maison de Baptiste, les animaux domestiques se mirent à gémir d'inquiétude, et plusieurs habitants rapportèrent avoir entendu des voix mystérieuses portées par le vent. Au matin, quand Marcel Fontaine découvrit que toutes les fleurs de son jardin avaient fleuri d'un coup pendant la nuit, formant des motifs complexes et inexplicables, il sut que le moment était venu d'agir. La magie qui entourait Élodie et Gérard devenait trop visible, trop puissante pour être ignorée. L'aube du 7e jour, depuis l'arrivée de Gérard, se leva dans un silence troublant. Aucun oiseau ne chantait, aucun coq ne saluait le soleil naissant. Même le vent semblait retenir son souffle, comme si la nature entière pressentait que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Baptiste fut réveillé par des coups violents frappés à sa porte. En ouvrant,
Il découvrit Marcel Fontaine accompagné d'Henri Garnier et de 3 hommes qu'il ne reconnut pas immédiatement. Des étrangers au visage dur, vêtus de noir, qui portaient des médailles religieuses autour du cou. « Baptiste Moreau, déclara solennellement le maire, nous venons procéder à une enquête officielle concernant les personnes que vous hébergez. Ces messieurs sont des enquêteurs spécialisés dans les phénomènes inhabituels. » Le cœur de Baptiste bondit dans sa poitrine. Il reconnut soudain l'un des hommes. Des cheveux gris, un visage marqué par l'obsession. Des yeux froids comme l'acier. C'était Claude Mercier, celui qui avait tenté d'éliminer Élodie. « Vous n'entrerez pas chez moi », déclara Baptiste en bloquant l'entrée. Mais Claude Mercier s'avança, un sourire cruel sur les lèvres. « Où sont-ils, Baptiste? Où se cachent les démons que vous protégez ?» À cet instant, Élodie apparut derrière Baptiste, Gérard à ses côtés. Malgré leur cécité, ils semblaient parfaitement conscients de la situation. Claude Mercier eut un mouvement de recul en les voyant. « Vous !» cracha-t-il. « Comment avez-vous survécu ?»« Parce que la terre m'a protégé, » répondit calmement Élodie. « Parce que votre haine n'est pas plus forte que l'amour qui m'entoure maintenant. » Camille et Lucien, attirés par le bruit, descendirent l'escalier. En voyant ces hommes menaçants, ils coururent se réfugier auprès d'eux Élodie, qui les entoura protectivement de ses bras. « Regardez !» s'exclama Marcel Fontaine. « Elle ensorcelle même les enfants. » Mais Madame Céleste, l'herboriste, surgit soudain, accompagnée du père Thomas et d'une partie des villageois. Solène Dubois était là aussi, tenant son fils Thomas par la main. « Arrêtez !» cria la vieille femme aux cheveux blancs. « Vous vous trompez tous, cette femme n'est pas ce que vous croyez. » Claude Mercier se tourna vers elle, les yeux flamboyants de colère. « Vous aussi, vous êtes tombés sous leur influence. Ces créatures utilisent leur pouvoir pour corrompre les âmes faibles. Les seules âmes corrompues ici, ce sont celles qui prêchent la haine, rétorqua Madame Céleste avec une force surprenante pour son âge. Élodie et Gérard ne sont pas des démons. Ils sont les derniers représentants d'une lignée ancienne, des gardiens d'un savoir que nous avons oublié. Un murmure stupéfait parcourut l'assemblée. Madame Céleste s'avança vers Élodie et, devant tous, s'agenouilla respectueusement. « Pardonnez-moi, noble dame, » dit-elle d'une voix tremblante de émotion. « J'aurais dû vous reconnaître plus tôt. Votre grand-mère était ma meilleure amie. Elle m'avait parlé de vous, de votre lignée. Vous êtes les derniers gardiens de la lumière. » Élodie aida doucement la vieille femme à se relever, ses yeux aveugles brillant de larmes. « Céleste, tu as gardé le secret si longtemps. Votre grand-mère Marguerite m'avait fait promettre de veiller sur vous si vous veniez un jour par ici. Elle savait que les temps deviendraient difficiles pour votre famille. » Claude Mercier explosa de rage. « Mensonge, sorcellerie, ces créatures ont corrompu cette vieille folle. » Mais le père Thomas s'interposa, son regard habituellement bienveillant devenu ferme comme l'acier. « Silence, Claude Mercier !» tonna-t-il d'une voix qui résonna dans toute la cour. « Et votre cœur est empoisonné par la haine. Ces gens ne sont pas des démons, ils sont des bénédictions. Un prêtre qui défend des sorciers, ricana Mercier. Vous êtes tous contaminés. » C'est alors que se produisit, l'événement le plus extraordinaire. Gérard, rassemblant ses dernières forces, s'avança vers Claude Mercier. Malgré sa faiblesse, sa présence dégageait une autorité surnaturelle. « Claude Mercier, » dit-il d'une voix qui portait comme un écho venu des profondeurs du temps, « vous avez passé votre vie à chasser des innocents par peur de ce que vous ne compreniez pas, mais la véritable obscurité, c'est celle qui ronge votre âme. » Il tendit les mains vers l'homme et soudain quelque chose d'incroyable se produisit. Une lumière dorée émana des paumes de Gérard, enveloppant Claude Mercier. L'homme se débattit, cria, mais la lumière pénétra en lui comme une révélation. Pendant plusieurs minutes qui parurent éternelles, Claude Mercier resta immobile, les yeux fermés, traversé par cette énergie mystérieuse. Puis, lentement, il ouvrit les yeux. Mais ce haine était plus les mêmes yeux. La haine avait disparu, remplacée par une compréhension douloureuse et une humilité profonde.
Mon Dieu, murmura-t-il en titubant. Qu'ai-je fait? Tous ces gens que j'ai pourchassés, toute cette haine. Il tomba à genoux devant Élodie. Pardonnez-moi, je ne savais pas. Je croyais protéger les gens, mais c'est moi qui étais le danger. Élodie s'agenouilla près de lui et posa une main apaisante sur son front. Le pardon était déjà là, Claude. Il attendait juste que vous ouvriez votre cœur pour le recevoir. Marcel Fontaine et Henri Garnier, témoins de cette transformation miraculeuse, reculèrent, bouleversés. Autour d'eux, les villageois commençaient à comprendre qu'ils avaient assisté à quelque chose de sacré. Solène s'avança alors, tenant toujours son fils Thomas par la main. « Élodie, dit-elle avec des larmes dans la voix, mon petit garçon voudrait vous dire quelque chose. » Le petit Thomas lâcha la main de sa mère et courut vers Élodie. Il lui tendit un dessin qu'il avait fait. Une femme aux yeux brillants, entourée de lumière, avec des enfants souriants autour d'elle. « C'est vous, dit-il simplement. Vous êtes un ange, n'est-ce pas? » Élodie serra l'enfant contre elle, incapable de retenir ses larmes plus longtemps. « Non, mon petit cœur, je ne suis qu'une femme qui a appris à écouter l'amour plutôt que la peur. » Baptiste, qui avait assisté à toute cette scène avec un mélange de émerveillement et de émotion, s'approcha de Élodie. Devant tous les villageois rassemblés, il prit ses mains dans les siennes. « Élodie, dit-il d'une voix forte et claire, voulez-vous être ma femme ? Voulez-vous que nous formions une vraie famille, Gérard, vous, moi et les enfants ?» Le sourire qui illumina le visage d'Élodie fut plus éclatant que tous les miracles qu'elle avait accomplis. « Oui, Baptiste, de tout mon cœur, oui. » Les applaudissements et les cris de joie des villageois résonnèrent dans l'air matinal. Même Marcel Fontaine, conquis par cette démonstration d'amour et de pardon, applaudissait avec enthousiasme. Gérard, épuisé par l'effort qu'il avait fourni pour guérir l'âme de Claude Mercier, s'appuyait contre le mur de la maison. Élodie se précipita vers lui. « Gérard, tu as donné trop de toi-même. »« Non, » murmura-t-il avec un sourire paisible. « J'ai donné exactement ce qu'il fallait. Ma mission est accomplie, petite sœur. Tu as trouvé ta famille, ton bonheur. Et moi, j'ai pu réparer une partie du mal qui a été fait. » Dans les semaines qui suivirent, Sainte-Colombe se transforma. Les jardins fleurirent comme jamais. Les habitants retrouvèrent une joie de vivre qu'ils avaient oubliée. Et la maison de Baptiste devint un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui cherchaient la guérison, le réconfort ou simplement une oreille attentive. Élodie et Baptiste se marièrent au printemps suivant dans la petite chapelle du village, devant une assemblée émue. Gérard, remis de ses épreuves, donna sa sœur en mariage avec une fierté mêlée de tendresse. Camille et Lucien, rayonnant de bonheur, avaient enfin retrouvé une mère aimante. Claude Mercier, transformé par sa rencontre avec la lumière, devint l'un des plus fervents protecteurs de la famille. Il consacra le reste de sa vie à réparer les torts qu'il avait causés, aidant d'autres personnes, aux dons particuliers, à trouver la paix et l'acceptation. Et dans les soirs d'été, quand la lavande embaumait les collines de Provence, les habitants de Sainte-Colombe racontaient encore l'histoire de la femme mystérieuse qui était née de la terre pour apporter l'amour et la guérison à ceux qui en avaient besoin. Film da Historia. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Élodie et Baptiste vous a touchés au cœur. Cette belle histoire d'amour et de rédemption nous rappelle que la peur de l'inconnu peut être vaincue par la compassion et que les vrais miracles naissent souvent de notre capacité à accueillir la différence. Pour découvrir d'autres récits aussi émouvants, nous avons préparé une playlist spéciale que vous trouverez en cliquant à votre gauche. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de donner un « j'aime » à cette vidéo. Chaque jour, nous vous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et la beauté de l'âme humaine. Ne manquez pas nos prochains contenus et rejoignez-nous dans les commentaires pour partager vos émotions. À bientôt pour de nouvelles aventures du cœur.